Elles promettaient de révolutionner l'automobile, mais elles ont disparu. Pourquoi ? Dans 3 minutes, je vous révèle les 3 erreurs fatales derrière ces flops français. Design audacieux, panne en série et mauvais timing. Restez jusqu'à la fin pour découvrir l'échec le plus fascinant. Et ce qui nous apprend aujourd'hui. Certaines voitures françaises ont tout pour réussir, et pourtant, elles disparaissent aussi vite qu'elles sont arrivées. Pourquoi ? La France a donné naissance à des légendes. La DS et son confort de tapis volant, la 205 GTI et son caractère de feu, ou encore la Renault Floride et son élégance de carte postale. Mais l'histoire automobile, c'est aussi celle de modèles ambitieux, qui se sont fracassés sur la dure réalité du marché. Trop de technologie, un style trop en avance ou un lancement au pire moment possible. Les raisons sont multiples. Aujourd'hui, je vais vous révéler 3 raisons derrière les échecs de plusieurs modèles made in France. Et pour chaque problème, vous verrez des modèles qui en ont fait les frais. Raison numéro 1, privilégier le design au détriment de la fonction. Vous le savez, l'histoire de l'automobile française est jalonnée de modèles visionnaires. Des voitures qui ont repoussé les limites du style, de la technologie et parfois même du bon sens. Mais lorsque la forme prend le pas sur la fonction, quand la fascination esthétique l'emporte sur les impératifs d'usage et de fiabilité, le rêve peut vite tourner au cauchemar industriel. 3 exemples en sont la preuve éclatante. La Citroën SM, la Renault Avantime et la Peugeot 1007. 3 voitures radicalement différentes et un même point commun. L'obsession du concept au détriment de la réalité du marché. La Citroën SM, 1970. Présentée en 1970, elle se voulait l'héritière grand tourisme de la DS. Sous sa ligne profilée signée Robert Opron, elle cachait un concentré de technologie. Suspension hydraulique, direction à rappel asservi d'Iravi, freinage haute pression. Et surtout, un moteur Maserati V6 dérivé du V8 de l'Indy, fruit du rachat de la marque italienne par Citroën en 1968. Sur le papier, c'était l'alliance parfaite entre confort français et noblesse mécanique transalpine. Dans la réalité, un cauchemar à entretenir. Le réseau Citroën, habitué aux mécaniques simples de la 2 chevaux ou de la Mi 6, n'avait ni la formation ni l'outillage pour maîtriser ce moteur exigeant. Réglage de carburateur pointu, distribution par chaîne délicate, hydraulique complexe. La moindre erreur pouvait être fatale. Pourtant, la SM trouva un marché prometteur, les États-Unis, où elle fut même sacrée Motor Trend Import Car of the Year en 1972. Mais en 1974, de nouvelles réglementations américaines sur les pare-chocs et la hauteur de suspension mirent fin à cette aventure. Sans ce débouché, la production s'effondra. De 2649 unités en 1973 à seulement 294 en 1974. Citroën, déjà fragilisé financièrement, dut abandonner. En 5 ans, de 1970 à 1975, à peine 12 920 exemplaires furent produits. L'ASM reste l'archétype du projet trop ambitieux, lancé sans préparation industrielle à la hauteur de sa complexité. La Renault Avantime, 2001. 30 ans plus tard, Renault ose un pari similaire avec l'Avantime. Produite par Matra de 2001 à 2003, elle inaugure un concept inédit. Le coupe-espace, un monospace à 2 portes, sans montant central, avec un toit vitré monumental. À l'intérieur, 4 fauteuils individuels en cuir, une luminosité exceptionnelle, une position de conduite surélevée. L'idée ? Séduire les anciens propriétaires d'espace dont les enfants avaient quitté le foyer, avec un véhicule haut de gamme anticonformiste. Mais le marché ne comprend pas. 2 portes sur un gabarit de monospace paraissaient aberrantes à beaucoup. Ajouter des portes lourdes à cinétique complexe, des problèmes de finition, les vitres qui vibrent, le toit qui grince et un lancement retardé plaçant l'Avantime en concurrence interne avec le Velsatis. Le réseau Renault, déjà perplexe, n'a pas su vendre un produit aussi atypique. Résultat, 8557 exemplaires en 22 mois et la fermeture définitive de l'usine Matra de Romorantin, liée aussi à l'arrêt confié par Renault de la production de l'Espace 4, pas seulement à l'Avantime. Un chef-d'œuvre de design et un fiasco industriel. La Peugeot 1007, 2005. En 2005, Peugeot lance ce qui devait être la citadine la plus innovante du moment. Signée Pininfarina, la 1007 introduit 2 grandes portes coulissantes électriques, uniques sur une voiture de série.
Idéale pour se faufiler dans les rues étroites, elle devait révolutionner l'accès à bord. L'intérieur, caméléo, personnalisable en 12 coloris, renforçait l'aspect ludique. La sécurité était exemplaire, avec un record de 5 étoiles Euro NCAP. Mais là encore, la réalité fut moins séduisante. Les portes lourdes et lentes mettaient parfois plus de 10 secondes à s'ouvrir ou se fermer, de quoi agacer au quotidien. Leur mécanisme alourdissait la voiture, qui dépassait 1400 kg. Avec des moteurs peu puissants, les performances étaient médiocres. Coffre réduit, accès arrière peu pratique, prix élevé. La 1007 cumulait les handicaps. Peugeot espérait 130 000 ventes annuelles. Malheureusement, seuls 124 100 unités furent écoulées en 4 ans. Chaque exemplaire aurait coûté plus de 15 000 € de pertes au constructeur, lié aussi à l'arrêt confié par Renault de la production de l'Espace 4, pas seulement à l'Avantime. Dans chaque cas, la volonté de surprendre a pris le pas sur celle de convaincre durablement. L'ASM fascinait, mais demandait une maintenance d'orfèvre. L'Avantime impressionnait, mais ne correspondait pas aux besoins. La 1007 innovait, mais compliquait le quotidien. L'industrie automobile repose sur un équilibre fragile entre créativité et pragmatisme. Quand l'un écrase l'autre, le marché tranche. Et l'histoire, elle se souvient. On pourrait également penser qu'une fois l'idée validée et le style fixé, le plus dur est passé. Mais non, c'est souvent là que commence un autre type de cauchemar, celui des pannes en série. Parlons fiabilité. Au-delà du plan directeur, production et fiabilité. Quand on parle d'échec automobile, on pense souvent au style ou au positionnement marketing. Il existe pourtant un autre terrain, plus discret et tout aussi fatal. La production et la fiabilité. Car un design audacieux peut séduire, un prix compétitif peut attirer, mais si la voiture vous lâche trop vite, la confiance s'évapore, et avec elle, le succès commercial. Les constructeurs français, eux, en ont fait l'amère expérience, parfois à grande échelle. Prenez la Citroën C5, lancée en 2001. Techniquement, elle avait tout pour incarner la grande routière moderne. Espace, confort de haut niveau et surtout l'ultime évolution de la suspension hydropneumatique hydractive. Promesse d'un tapis volant quelle que soit la charge ou la vitesse. En réalité, les premières C5 sont arrivées sur le marché avec une mise au point imparfaite. Les plastiques de l'habitacle manquaient de soin, certaines commandes étaient mal fixées et l'électronique embarquée, chargée de gérer suspension, direction et divers équipements, souffrait de pannes récurrentes. Un problème d'autant plus grave que cette hydractive de nouvelle génération utilisait un pilotage électronique complexe, multipliant capteurs et calculateurs. Quand un élément tombait en panne, la facture grimpait vite et l'image de fiabilité de la voiture s'effritait. Citroën a corrigé le tir avec le restylage de 2004. Et le mal était fait. Professionnels et particuliers s'étaient déjà méfiés. Et face à une concurrence allemande martelant son discours de fiabilité, la C5 n'a jamais vraiment retrouvé son niveau d'ambition initial. Chez Renault, l'histoire se répète avec une tonalité contemporaine. La nouvelle R5 e-Tech électrique, présentée comme l'icône du renouveau du losange, avait tous les ingrédients du succès. Design néo-rétro inspiré du modèle de 72, technologie électrique aboutie, prix compétitif pour le segment. Dès son lancement, elle est pressentie comme favorite pour de nombreux prix ou déjà multiprimée dès son lancement en 2025. Pourtant, à peine quelques mois après les premières livraisons, un défaut logiciel immobilise plusieurs exemplaires. Un bug du calculateur onduleur moteur électrique bloque la transmission en mode neutre, rendant la voiture inutilisable. Renault réagit rapidement avec un rappel préventif de 15 722 véhicules, une reprogrammation gratuite de 30 minutes et une communication rassurante sur l'absence de danger pour la sécurité. Techniquement, l'intervention est mineure. En termes d'image, l'impact est réel. Et dans l'esprit du public, une panne qui empêche de démarrer une voiture neuve, même corrigée, reste un signal négatif, surtout sur un modèle aussi symbolique et stratégique. Ces deux histoires, séparées par presque un quart de siècle, illustrent la même vérité. Un problème technique en phase de production, même limité, peut miner un modèle entier. Et les causes sont multiples. D'abord, la pression des délais. Les constructeurs doivent sortir leurs nouveautés au rythme de la concurrence et des normes environnementales. La C5 devait remplacer rapidement la Xantia et la XM, inaugurant une nouvelle plateforme. La R5 électrique devait occuper l'espace médiatique avant l'arrivée d'une vague de citadines électriques étrangères. Dans les deux cas, le développement s'est fait sous contrainte de calendrier. Ensuite, il y a la question des budgets. Les phases de mise au point et des tests en conditions réelles sont coûteuses et tentantes à réduire. Or, c'est souvent dans ces derniers kilomètres d'essai que surgissent les failles. Capteurs dysfonctionnels après un certain nombre de cycles, logiciels bloqués dans une situation rare, ou éléments de finition qui se dégradent trop vite. Quand ces problèmes apparaissent chez les clients,
il est déjà trop tard. La voiture est sur le marché et chaque retour en atelier coûte en argent, en temps et en réputation. Enfin, il y a la difficulté croissante de maîtriser la complexité technique. Dans l'automobile, la fiabilité est une promesse. La trahir, même brièvement, se paie longtemps. Et parfois, la réussite ou l'échec d'un modèle dépend moins de ce qu'il est que du moment où il arrive. Malentendu du marché, mauvais produit, mauvais moment. Tous les échecs automobiles ne viennent pas d'un défaut technique. Certains révèlent d'un malentendu complet avec le marché. Vous pouvez avoir une voiture bien conçue, performante et séduisante, vouée à l'échec si elle arrive au mauvais moment ou dans le mauvais contexte. En 1975, Peugeot lance la 604, grande routière élégante et statutaire, et le premier choc pétrolier frappe. Les gros moteurs essence deviennent indésirables, les ventes s'effondrent. De plus, la 604 souffre d'un positionnement ambigu. Elle est trop chère pour le grand public et pas assez prestigieuse face aux Allemandes. Même les innovations peuvent souffrir de ce décalage. La Renault 16, arrivée en 65, capte un besoin inédit d'une familiale à haillons et triomphe. 30 ans plus tard, la même audace appliquée à l'Aventine devient un handicap. Dans l'automobile, l'idée juste au mauvais moment peut coûter plus cher qu'une mauvaise idée au bon moment. Les constructeurs français l'ont appris à leurs dépens. Ces erreurs ont marqué les esprits et redéfini les priorités. Dans les décennies suivantes, Peugeot, Renault et Citroën ont privilégié fiabilité, rationalité et polyvalence. La créativité est restée, souvent encadrée par les impératifs de coût, de maintenance et de compatibilité avec les attentes mondiales. Et vous, selon vous, quel échec automobile raconte l'histoire la plus fascinante? Et pourquoi? N'oubliez pas de nous donner votre avis en commentaire, de liker la vidéo et de vous abonner. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo dans le Garage Français.